Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. Donc voici les principaux titres. Les mesures d'allègement des restrictions liées à la Covid-19 annoncées par le président Alpha Condé hier sonnent comme une délivrance. Les tenanciers des bars, restaurants et autres lieux de loisirs sont aux anges. Al-Gassim Yali vous en dira davantage dans ce journal. Les 4 patriarches des 4 coordinations régionales sont intransigeants sur la question d'un 3e mandat pour Alpha Condé. Réunis de nouveau à Tanene, ils ont réitéré leur engagement à barrer la route au candidat du RPG Arc-en-Ciel à la prochaine présidentielle. Et puis, nous ne dérogerons pas à la règle ce soir. Vous aurez droit en fin d'édition à la rubrique Notre Angle qui consacre un grand format sur le stade Omnisport dans le quartier Téléco à Mamou, financé à hauteur de plus de 30 milliards de francs guinéens par le capitaine Moussa Dadis. Les travaux qui ont démarré en 2009 et à une vitesse impressionnante se sont estompés à la même cadence. Les raisons, c'est dans ce journal. L'heure est à la détente chez les tenanciers des bars, restaurants et autres lieux de loisirs. Les mesures d'allègement des restrictions liées à la Covid-19 annoncées par le président Alpha Condé hier sonnent comme une délivrance chez ces citoyens économiquement éprouvés depuis le mois de mars dernier. Le reportage est signé Al-Gassimou Yaliba, Marissa Camara, Ibrahima Souri Camara. C'est un soulagement pour les tenanciers de bars et restaurants. Les autorités guinéennes ont encore allégé les restrictions liées au coronavirus. Après 7 mois, les amoureux de bars et restaurants peuvent y faire un tour dès ce mercredi. Et vous voyez déjà la gaieté qui est sous mon visage par rapport à l'ouverture de nos lieux respectifs. J'ai l'impression que le dernier interview que vous avez fait avec moi ici, vous avez senti la décrispation sur mon visage. Mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est sans cesse, comme on appelle, une victoire. Ce tenancier d'un bar félicite les efforts des uns et des autres qui ont contribué dans le combat pour la reprise des activités dans ces lieux de loisirs. Il remercie les autorités du pays. Un remerciement à l'endroit de nos autorités en place qui n'ont cessé de nous écouter malgré nos ras-le-bol. Mais pour lui, le combat n'est pas encore terminé. C'est la nuit que les boîtes de nuit et autres font leurs recettes. Mais si la nuit est divisée en deux, il y a toujours un peu de lacune. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut s'abstenir, se réserver, se contenter de ça d'abord. Parce qu'un enfant qui demande 10 francs, s'il gagne 8 francs, donc ça c'est encore mieux, c'est encore à féliciter. Donc on va demander les 2 autres francs très bientôt, qui est l'allègement des horaires à 4 h du matin. Cette cliente n'est pas totalement satisfaite. Néanmoins, elle profite pour prendre un verre. On remercie Dieu parce que pour le moment ils ont ouvert le coin, mais il y a une chose qui nous manque, on n'a qu'à lever le coup-feu, là au moins c'est bon. Après ce coup d'arrêt, les gérants de bars et restaurants ainsi que leurs clients peuvent enfin lever le pied sur le frein. Registre politique à présent. La société civile guinéenne a procédé ce mercredi au lancement de la formation des superviseurs au compte des élections à venir. Au total, 10 000 superviseurs seront déployés à travers le pays par les organisations de la société civile guinéenne. À travers ces observations électorales, la société civile entend crédibiliser le processus électoral et prévenir la paix dans le pays. André Mossier Milimono, Ibrahima Souri Camara. Pendant 2 jours, ces participants venus des 5 communes de Conakry et des 33 préfectures de l'intérieur du pays seront formés à la supervision électorale et la prévention de la paix avant, pendant et après les élections. Le président de la Confédération nationale des organisations de la société civile guinéenne, dans son discours, est revenu sur le rôle et surtout l'impartialité à observer dans la prévention de la paix en cette période électorale. Face aux enjeux et défis de cette élection présidentielle, la société civile que j'ai l'honneur de conduire est placée face à ses responsabilités qu'elle doit assumer devant l'histoire et devant le peuple de Guinée. Responsabilité de veiller à la régularité, la transparence, l'apaisement du processus électoral
et notamment de cette campagne qui déterminera les véritables motivations et prédispositions des candidats et des Guinéens à préserver la quiétude, l'unité et la paix en Guinée. Le vice-président de la CENI, en tant que représentant de l'institution, s'est réjoui de cette initiative de la société civile guinéenne. Pour lui, la crédibilité du processus électoral dépend en grande partie du citoyen. Il a ensuite exprimé le souhait que les superviseurs, une fois sur le terrain, remontent les anomalies au fur et à mesure pour permettre à la CENI de les rectifier avant la fin des élections. Nous avons lancé un autre appel au nom de la CENI pour qu'ils n'attendent pas toujours leur rapport final pour nous dire là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Nous souhaitons qu'au fur et à mesure qu'ils travaillent sur le terrain, lorsqu'ils voient des anomalies, que directement par leur direction nationale, ils nous informent au niveau de la CENI, cela nous intéresse. Les participants, eux, s'engagent au terme de cette formation à travailler dans l'impartialité et à transmettre fidèlement les connaissances acquises. Non seulement je vais lancer d'abord un message de paix et puis aider à ce que les élections se passent dans de bonnes conditions. Ces participants iront à leur tour former d'autres superviseurs dans leurs circonscriptions respectives. Cette formation sera bouclée ce jeudi. Voilà le CNOX et autres plateformes de la société civile donc, qui s'engagent dans la préservation de la paix avant, pendant et après les élections à venir. Les 4 coordinations régionales du pays ne veulent pas en démordre. Leur opposition au 3e mandat n'a pas changé de iota. Réunis ce mardi chez El Hadj Serouna Souma, le patriarche de la Basse-Côte, à Toumania, dans Dubreka, ces autorités morales du pays en ont profité pour condamner les dernières violences dont elles ont été victimes. Le compte-rendu est signé Malik Sangiana Kamara, Ibrahima Din Kamara. Les sages de la coalition des 4 coordinations régionales ne digèrent toujours pas la descente violente des forces de sécurité au domicile privé de la Serouna Souma à Tanene le 1er septembre dernier. Réunis ce jour-là pour discuter des problèmes du pays, notamment la candidature du professeur Alpha Condé à sa propre succession, ces sages ont été séquestrés, malmenés par des agents de police qui ont fait usage des gaz lacrymogènes. Les 4 coordinations condamnent cet acte ignoble qui méprise nos valeurs morales et traditionnelles. Malgré ces actes d'intimidation, les sages des 4 coordinations ne comptent pas rester bras croisés face au pouvoir d'Alpha Condé. Nous informons l'opinion nationale et internationale qu'une action judiciaire est ouverte en vue de rétablir les victimes dans leurs droits. Statuant sur le discours du candidat du RPG Arc-en-Ciel devant ses militants de Cancan par visioconférence, la coalition des 4 coordinations régionales condamne les propos tenus par professeur Alpha Condé. La coalition des 4 coordinations condamne avec la dernière énergie ces propos qui sapent tous nos efforts d'unité et de réconciliation nationale. Elle demande à cet effet au peuple de Guinée d'en tirer toutes les conséquences et interpelle par ailleurs Monsieur le procureur de la République de se saisir avec diligence de cette situation. Sans ambiguïté, ces organisations de sages s'opposent à la volonté du professeur Alpha Condé, celle de briguer un autre mandat. La coalition des 4 coordinations régionales de notre pays réitère sa ferme opposition à la candidature de M. Alpha Condé à l'élection présidentielle prévue le 18 octobre 2020. Et elle trouve opportun et indispensable la nécessité de créer un organe consultatif national. Cet organe consultatif aura pour mission de prévenir les risques de violence et chaos dans le pays, promouvoir l'unité nationale, appuyer la réforme des institutions républicaines, surtout le secteur de la justice. Restons à Dubreka, précisément à Baïlobaya, où un mouvement de soutien à Cellou Dalein Diallo, candidat de l'UFDG à la présidentielle du 18 octobre, est né, dénommé Mouvement des jeunes pour Cellou Dalein Diallo jusqu'à Séquoia. Ces promoteurs qui affirment agir sur fonds propres ambitionnent de donner une nouvelle touche à la visibilité de leur candidat. C'est un élément de Mamadou Boulere Diallo, El Hadj Aliouba.
Depuis le lancement officiel de la campagne présidentielle le 18 septembre dernier, des idées fusent de partout pour séduire les électeurs. Voici ce que tentent d'expérimenter les jeunes du mouvement Selou Dalen jusqu'à Serou Toureya et Baïloubaya. Nous vous demandons à cause de Dieu, on va mettre l'UFDG au dos jusqu'à Sékou Toureya. Cette fois-ci en Guinée, tous les 4 coins sont d'accord. Notre choix, c'est Selou Dalen Diallo. Comme l'État a occupé tous les panneaux publicitaires, nous aussi on s'est dit de venir sur le goudron au terrain pour pouvoir décorer le quartier. Comme vous l'avez pu constater, on a décoré le quartier. Maintenant on s'est dit la deuxième des choses à faire, la plus importante des choses, c'est de venir récupérer les cartes d'électeurs et mobiliser le quartier pour faire une sensibilisation, pour que tout le monde se retrouve dedans. Sur la sensibilisation des citoyens d'aller retirer leurs cartes d'électeurs, cette dame qu'on a trouvée au bureau du quartier est déjà conquise. Elle ne dévoile pas le nom de son quartier, mais parle plutôt de sa peine depuis le recensement jusqu'à la distribution des cartes d'électeurs. Ça fait 3e jour aujourd'hui je suis là. Je n'ai pas retrouvé ma carte. Donc je ne sais pas ce que je dois faire maintenant. Ces responsables de l'UFDG à Dubreka apprécient l'initiative des jeunes de Baïloubaya qui contribuent, disent-ils, à la promotion des valeurs du candidat Selou Dalen Diallo dans leur localité. Pour moi, c'est une fierté, ça montre à suffisance qu'à l'IFDG, les gens n'attendent pas un budget colossal. Tout le monde s'organise à l'interne pour avoir leurs propres moyens et battre campagne pour l'Union des forces démocratiques pour son candidat Selou Dalen Diallo. On va les accompagner matériellement, financièrement et moralement. Et puis, il faut qu'on les encourage à aller sensibiliser les citoyens pour aller récupérer les cartes d'électeurs. Et en même temps, montrer les citoyens comment voter pour ne pas faire des bulletins nuls. Un soutien, c'est ce que demande ce mouvement de jeunes Selou Dalen jusqu'à Serou Toureya, car, disent-ils, le temps presse et le rythme de la campagne est encore morose. Et puis à ce sujet, la CENI rappelle que seules les nouvelles cartes d'électeurs en cours de distribution permettront aux électeurs d'exercer leur droit de vote à la présidentielle du 18 octobre 2020. En conséquence, les anciennes cartes d'électeurs ne sont plus valables. Chaque électeur doit impérativement donc se procurer sa nouvelle carte auprès de commissions administratives de distribution dans leur quartier ou district. Sans transition à Sonfonia, suite à un braquage à main armée qui a mal tourné, un jeune a trouvé la mort. Les populations de la zone, notamment celles du quartier Sonfonia Centre 1 dans la commune de Ratoma, ont exprimé leur colère en barricadant la voie principale. La mort de ce jeune pêcheur par des inconnus armés venus cambrioler une agence de transfert d'argent serait imputable à l'inaction des agents des forces de l'ordre. Bernard Koundouno, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Une accalmie ce mercredi matin au quartier Sonfonia Centre. Des issues barricadées par des jeunes en colère après l'assassinat mardi soir d'un des leurs. Famoussa Souma, jeune pêcheur, a été tué par des inconnus lors d'une attaque contre une agence de transfert d'argent. C'est aux environs de 21h. Lorsqu'il a tiré une balle là-bas, donc je me suis précipité pour sortir. J'ai appelé le grand qui était là avec quelques éléments. J'ai dit venez, on a attaqué le grand. Dès que c'est le monde qui l'a attendu, soi-disant que venez, on a attaqué le grand, il est sorti maintenant. Du coup, il me cherchait parce qu'il est parti jusqu'à ce niveau. Donc, moi, je suis parti comme ça. Donc, il me cherchait à cet endroit, il ne m'a pas vu, il est parti pour là me chercher là-bas. Il dit, il est où, cet imbécile? Donc, j'avais pris la fuite, j'étais au couloir là-bas. Donc, il m'a cherché, il ne m'a pas vu maintenant. Au retour maintenant, le gars qui l'a tué là, lui, il était en chemise blanche. Donc, c'est le gars là qui l'a vu directement, il a confondu le gras à moi. Donc, il a tiré la tête. Les assaillants ont d'abord immobilisé le boutiquier, puis emporté une importante somme d'argent. L'équivalent de 2 jours de recettes, explique la victime. Il est rentré, il a ouvert son sac, il a pris maintenant son arme, il a fermé maintenant les vitres. Il m'a braqué. Il a dit, mais si tu ne sors pas l'argent, on te tue. J'ai dit, ok. Il a contourné le comptoir. Celui qui était arrêté ici, il a continué le comptoir, il est venu. Mais il a dit, maintenant ouvre. J'ai ouvert. Maintenant, en me levant, maintenant, il m'a tapé maintenant au cou, je suis tombé. Donc, il a ramassé tous mes téléphones Android, mon argent, tout, il a ramassé. Il est parti. Il est sorti maintenant là-bas. Elle dit, si tu me regardes, je tire sur toi. Si les jeunes ont investi les rues mercredi, c'est pour dénoncer l'insécurité dans leur quartier, explique-t-il. Nous ne voulons plus, franchement, que ces actes-là se répètent à Sonfonia ici. C'est pourquoi la jeunesse s'est motivée pour venir manifester la colère pour l'assassinat de notre ami Souma. Cet assassinat a eu lieu au moment où les jeunes tentaient d'exprimer leur joie
après l'annonce de l'assouplissement des mesures d'urgence sanitaire à la télévision nationale par le gouvernement. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, donne un coup de main aux migrants et aux personnes vulnérables en partenariat avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Il s'agit donc d'un programme financé par l'Union européenne d'une valeur d'1,5 milliard francs guinéens. Compte rendu, Zena Bangoura, Lamine Silla. Ce don est composé de 1500 kits sanitaires et des vivres. C'est une contribution de l'Organisation internationale pour les migrations à travers le plan de riposte institué par le gouvernement guinéen, appuyé par l'Union européenne dans son programme de protection et de réintégration des migrants. Donc aujourd'hui, cette contribution fait partie de nos actions pour aider le gouvernement et les populations les plus vulnérables à se relever de cette pandémie qui touche toutes les personnes, mais plus particulièrement les personnes vulnérables. Certaines denrées sont destinées au ministère de l'Action sociale en faveur des personnes vulnérables, les familles impactées par la Covid-19, y compris les enseignants du secteur privé. 1000 kits sanitaires et 200 kits alimentaires que nous avons reçus de notre partenaire, l'OIM, qui nous appuie dans plusieurs domaines. La distribution va se faire et ça sera également fait dans toute la transparence. Les bénéficiaires se réjouissent. Nous savons que parmi nous, il y a beaucoup d'enseignants qui ont été délogés par manque de salaire. Beaucoup ont rendu l'âme, beaucoup ont été remerciés parce que tout simplement ils réclamaient leurs droits. Donc aujourd'hui, si on trouve des gens qui nous viennent en aide pour nous sauver, et on ne peut que les remercier. Vraiment, je suis très contente, toujours. Je remercie toujours OIM. C'est grâce à OIM, moi, ma vie est comme ça. Je suis contente de ma vie aujourd'hui. Selon le responsable des programmes à l'Organisation internationale pour les migrations, ce plan de riposte sera mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire. L'affaire affole la toile. Elle défraie la chronique. Sidiki Diabaté, le prince de la Kora, est au centre d'un scandale de mœurs. Il est accusé par son ex-compagne Mariam Sow d'agression, de séquestration. Conséquence, l'artiste a été convoqué par la brigade d'investigation judiciaire de Bamako. Ce dossier a traversé les frontières maliennes et fait réagir en Guinée. L'association des défenseurs des droits des femmes en Guinée se dit irritée. Mohamed Valektoré. Depuis quelques jours, le célèbre chanteur Sidiki Diabaté est au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux. L'artiste malien est accusé d'infliger des bastonnades à Mariam Sow, une de ses copines de nationalité guinéenne. Entendu par la brigade d'investigation judiciaire, après son audition, la police judiciaire malienne a décidé de le placer en garde à vue, a-t-on appris. Les membres du collectif de défense des droits des femmes en Guinée sont en colère. Lorsqu'il y a des présomptions de culpabilité de ce genre contre une personne qui est quand même célèbre, qui a une certaine aura, vous voyez qu'il y a déjà un déséquilibre côté affirmation de la personnalité entre les deux individus. Donc c'est pour cela que moi je suis entièrement engagée là-dedans et je pense aussi qu'il y a également énormément de braves femmes. Ces graves accusations ont suscité de nombreuses polémiques et la victime elle-même s'est exprimée à travers une vidéo où elle confirme les faits et fait part de sa décision de porter plainte dans les jours à venir. Le manager de l'artiste, quant à lui, nie les accusations portées à son encontre. Pour moi, des violences graves, en matière de justice, il y a ce qu'on appelle la prescription. Lorsqu'il s'agit d'un crime, la prescription, elle est de 10 ans. Donc la victime, au bout de 10 ans, peut encore enclencher une action judiciaire. Pour moi, bon, c'est légitime que les gens posent cette question, mais pour moi, ce n'est pas la bonne question à poser. Parce qu'en matière de violence, il y a ce qu'on appelle les traumatismes. Et cela, seul un psychologue, seuls des spécialistes peuvent nous dire dans quel état d'esprit se trouve une victime. Si cette histoire était avérée, elle porterait un coup dur à la carrière du jeune artiste. Pécuniaire également, si si la victime se constitue partie civile. Moi, je ne demanderais que ce que ma cliente me demande de demander en termes de
en termes de réparation, en termes de défense de ses intérêts. Elle a été, à mon sens, et sur la base des preuves que nous avons. C'était donc un élément de Mohamed Valek Touré, Djibril Kaba Kamara. Les vœux de la CEDEAO, de la classe politique malienne, n'ont pas été exaucés. C'est un ancien militaire, vous le savez, à la retraite, qui dirigera finalement la transition au Mali. Ba Dao a été désigné lundi par le CNSP, homme de consensus. Il va conduire à ses côtés le colonel Assim Goïta, la transition pour une période de 18 mois qui devra déboucher sur des élections dans le pays. Le reportage est signé Mohamed Damaro Kamara et Brahma Awal Kamara. Après plusieurs semaines de tractation, la junte trouve enfin un président pour mener la transition au Mali. Bandao, militaire à la retraite, n'est pas une figure méconnue des Maliens et pourrait probablement être accepté par tous, estime l'analyste politique Sanso Bari. Il ne sera pas nécessairement celui que et l'un et l'autre des deux camps souhaitaient, mais voilà, il peut être la ligne médiane dont tout le monde pourrait se contenter. Et ce serait bien parce qu'on avait enfin besoin que de ce côté-là, la situation se calme pour qu'on puisse s'attaquer aux autres défis de la transition. Les militaires qui ont évincé le président Ibeka gardent malicieusement le pouvoir. Le colonel Assimi Goïta a reculé seulement d'un petit pas pour laisser la place à l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants. Pour Sanso, cette configuration suscite déjà des suspicions, chose qu'il faut éviter. Si jamais les gens s'écartent des intentions nobles qu'ils avaient annoncées au lendemain de la démission d'Ibeka, ça, par contre, ça pourrait bien menacer le processus de transition qui se met à peine en place. La société civile et la classe politique au regard de la situation sont appelées, elles, à rester prévenantes et surtout moins exigeantes pour faciliter le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Il faut y aller avec beaucoup de subtilité, beaucoup de discernement, ne pas nécessairement mettre une pression que le processus ne peut pas supporter, parce que là aussi ça risque de déboucher sur des effets contraires à ceux qu'on recherche. Donc c'est essayer de faire dans l'équilibre juste. La désignation d'un président pour diriger la transition était très attendue par l'ensemble des parties prenantes. Bandao prendra fonction le 25 septembre prochain et dispose de seulement 18 mois pour rendre le pouvoir aux civils. Mamou, la ville Carrefour, est confrontée à un manque d'infrastructures sportives et cela ne date pas d'aujourd'hui. Pour régler ce problème, le gouvernement du capitaine Moussa Dadis Camara avait octroyé à cette ville un stade omnisport dans le quartier Télico, financé à hauteur de plus de 30 milliards de francs guinéens. Mais malheureusement, les travaux qui ont démarré en 2009 et à une vitesse impressionnante se sont estompés à la même cadence. Conséquence, tous les agrégats et autres matériaux de construction ont été emportés. Mesdames et messieurs, c'est le grand format de la rubrique Notre Angle signé Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant sur place dans la ville Carrefour. Voici ce qui allait être le plus beau cadeau jamais offert à la population de Mamou, à la jeunesse plus particulièrement. Ici était prévue donc la construction de l'une des plus belles infrastructures sportives du pays. Mais hélas, depuis la pose de la première pierre, c'était en 2009, les travaux ont aussitôt arrêté. C'est à l'avènement du CNDD que nous avons eu à faire un tournoi de football pour le soutien du CNDD. Sur notre lecture de bienvenue, on a parlé d'un stade pour la rénovation du stade Mekael Diakité. Le CNDD a pris bonne note. C'était le capitaine Dadis Camara qui était le président. Ils ont accepté. C'est en 2009 maintenant que les travaux ont commencé. À l'époque, c'est le feu colonel Issa Camara qui était le gouverneur de Mamou.
C'est d'ailleurs lui qui a procédé à la pose de la première pierre. Après la pose de la première pierre, les travaux avançaient à la satisfaction de tout Mamou, singulièrement les habitants de Téliko. Au président de la République, élection Wadama, C'est depuis que l'actuel président a pris fonction que les travaux ont pris un coup d'arrêt. Jusqu'à présent, c'est un certain Djaoune qui était le ministre de la Jeunesse. Il a prédit que si vous accélérez les travaux en autre temps, ça va finir. Mais si vous laissez que les travaux patinent, le stade ne le verra pas jour. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Les travaux se sont limités quasiment à la construction de cette immense clôture et ces murs qui devaient abriter les vestiaires et d'autres salles de sport. Sur les raisons de l'arrêt des travaux, plusieurs versions sont données. Il y a d'autres qui accusaient l'entrepreneur de corruption. Il a dérobé l'argent, il est parti vers le Mali Bamako. Donc il est décédé lui aussi, ce qu'on a appris par d'autres. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais depuis lors, les travaux se sont arrêtés. Les matériaux de construction qui étaient là, les gens ont fini de prendre. Je n'accuse pas les gardiens du lieu, mais plutôt les voleurs. Les voleurs. Parmi eux, certains de la localité employés par l'entrepreneur pour assurer quelques travaux de rémunération journalière. Lui, il fait partie de cette main-d'œuvre. Moi, je faisais ici de la menuiserie. Nous avons travaillé un peu, puis les travaux ont arrêté. À l'époque, je gagnais ici ma dépense. Le choix de construire ce stade ici à Hollandais, un petit village se trouvant à quelques 3 km du centre-ville, avait suscité l'attirance de plusieurs citoyens. Par conséquent, les autochtones ont procédé à la vente de toutes les terres jusqu'aux alentours du stade. C'est le fait de commencer à construire le stade ici qui explique cela. À présent, les gens sont venus acheter des domaines pour construire. Et le stade n'a pas vu jour. C'est la déception. C'était prévu d'abord les tribunes, la tribune qui était là, les gradins, ainsi de suite, et la pelouse. Donc c'était un stade omnisport normalement. Il allait y avoir le basket, le volley, une piscine, plus le stade de football. En 2010, une équipe ministérielle composée de Titi Camara et de Sanoussi Bantamasso était pourtant venue visiter les lieux. Ils avaient promis à l'époque de tout faire pour relancer les travaux. Mais depuis leur départ, il y a 10 ans, aucune action n'a encore été entreprise. Je demande au stade communal, préfectoral, régional et national de faire tout pour le tout, pour aider la jeunesse guinéenne. C'est ce que je veux dire. Mamoun est le relais du football guinéen, de tous les sports. Quand vous quittez Boké pour aller à Zérékoré, vous passez par Mamoun. Les gens ont envie de venir à Mamoun jouer au football, mais pas d'infrastructure. Donc nous lançons un appel solennel à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous, on croyait que comme Bantamasso est le Mamou, il allait faire en sorte que ce stade finisse. On nous apprend que le coût global des travaux est estimé à plus de 30 milliards de francs guinéens. La question que l'on se pose est de savoir où est parti tout ce montant qui pourtant avait été décaissé en intégralité. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait savoir de l'arrêt des travaux du stade Omnisport du côté de Téliko d'Amamou. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellent sur le programme en compagnie d'Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.